Alors, il y aura un replay, parce que du coup, on a voulu faire cette rencontre un peu en huis clos, et du coup, on fera un replay pour l'ensemble du mouvement Écoute Externe, parce que c'est une thématique qui est extrêmement importante dans la réalisation de nos objectifs. Donc, au mouvement Impact France, on travaille à dessiner les nouvelles règles du jeu économique. Pour nous, les règles du jeu économique ne sont pas les bonnes. Elles entretiennent une forme de prime à la destruction écologique, une prime à la casse sociale. Et on pense qu'effectivement, en revoyant les normes d'un point de vue du droit, en revoyant effectivement les principes de la consommation, en revoyant les principes de la compétitivité, on sera capable effectivement de faire de cette dynamique que les adhérents du mouvement Impact France pratiquent au quotidien, une dynamique d'entrepreneuriat qui valorise les droits humains, une dynamique d'entrepreneuriat qui apporte des réponses à la crise écologique et sociale, qu'on sera capable en fait d'en faire une norme. C'est vraiment le passage des pionniers à la norme, c'est ce qu'on essaie de défendre au mouvement Impact France dans le cadre de ce plaidoyer pour la campagne présidentielle, mais plus largement en fait au quotidien. Et le sujet de la finance en fait est structurant, c'est pas un sujet neutre. On sait que la finance c'est la colonne vertébrale de l'économie, qu'elle a tendance même à poser les règles du jeu, que la loi parfois s'est construite autour des intérêts de la finance, mais dans un dessin plus loin d'ailleurs, de développement de l'économie. Qu'aujourd'hui on voit effectivement une nouvelle finance émerger, et qu'on se pose la question de quel est réellement le modèle financier qui produit un réel impact positif. On a pu constater des tests ces 20, 30, 40 dernières années en matière de finance impact. Aujourd'hui, on pense qu'on est capable de dresser un bilan de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui doit changer pour s'assurer qu'effectivement la finance puisse réellement être une amie de la transition, où on va aussi poser la question, est-ce que dans tous les cas la finance restera une ennemie de la transition? Alors moi, il y en a un peu un biais ici, parce que je travaille à faire en sorte que la finance soit une amie. Mais en même temps, de l'autre côté de mon activité, j'analyse le fait que parfois elle peut être une amie et parfois elle peut être une ennemie. Et qu'il va y avoir des règles du jeu à poser. Et pour pouvoir faire ce débat, on a voulu avoir des personnes représentant une famille de travail, une famille idéologique et une famille d'activités différentes. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui un panel qui n'est malheureusement pas mixte, mais on a essayé, on a eu en fait quelqu'un Lucie Vincent qui devait venir et qui ne pouvait pas venir, mais malgré tout très qualitatif, messieurs. Philippe Zawati, le CEO de Mirova. Philippe a travaillé effectivement longtemps en banque, il a été notamment directeur général adjoint de Natixis AM en 2007. Et il crée, il va nous en parler, Mirova, qui est un des principaux asset managers, un gestionnaire d'actifs responsable, pionnier sur ces sujets d'investissement socialement responsable. Et il nous donnera son point de vue, qui dépasse aussi Mirova, sur l'utilité et aujourd'hui les objectifs de la finance durable. Julien Lefournier, co-auteur avec Alain Grandjean de L'illusion de la finance verte, donc ça nous donne déjà un peu le cadre. Il a fait toute sa carrière au sein d'institutions financières également, mais décide de les quitter en 2017. Et depuis, vous travaillez à effectivement étudier et sensibiliser aux limites de la finance verte telle qu'elle existe aujourd'hui. Et Ivar Ekland, mathématicien, bonjour, bonsoir, docteur en mathématiques, vous êtes professeur dans différentes institutions. Vous êtes également économiste et membre du comité des experts du Shift Project, qui est un des partenaires de cet événement et plus globalement du mouvement Impact France. Et vous avez travaillé très directement sur les impacts de la finance au niveau écologique. Et moi, je suis la coprésidente du mouvement Impact France et co-fondatrice de deux innovations dans la finance durable, Lita.co et Rift. Alors, on va tout de suite passer... on va planter le décor, donc ça va être très interactif. On va essayer d'échanger avec vous aussi au maximum parce qu'on a aussi des experts en face de nous. C'était le souhait, c'était d'avoir vraiment une table ronde qui est surtout un moment d'échange avec les personnes de la communauté finance. Déjà une question en lame de fond et me permettrait de couper pour qu'on puisse interagir au maximum. Est-ce que la finance peut être l'ami de la transition? On va commencer peut-être avec la personne la plus académique. En tout cas, même si on est tous, pour effectivement peut-être planter le décor sur ces sujets. Est-ce que la finance peut être réellement l'ennemi et l'ami de la transition écologique et sociale? Bonjour. Ah. Oui, ça marche. Merci.
Bonjour à tous. Je peux dire deux mots du shift et qu'ils soient en rapport, hein? Bien sûr, Voilà, en essayant de connecter au maximum avec... Bon, alors, juste un mot de présentation, si vous voulez. Au Shift Project, on s'intéresse aux flux matériels. Hein, le blé, le pétrole, le minerai. Et, disons, par opposition aux financiers qui s'intéressent aux flux d'argent. La différence, c'est que l'argent, on peut le créer s'il n'y en a pas. Tandis que s'il n'y a plus de pétrole, on ne peut plus en créer. Et par opposition également aux économistes qui ne s'intéressent ni à l'un ni à l'autre. Alors maintenant, quelle est la vision du Shift sur ce qui se passe en ce moment? Eh bien, des choses que vous connaissez tous, à savoir le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, l'imprégnation chimique, dont l'effet est global. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, sur des questions d'investissement, faut-il construire une usine, je ne sais quoi, vous voyez apparaître des problèmes de santé. Hein, avant, c'était complètement séparé, mais maintenant, sur l'agriculture industrielle, par exemple, sur l'utilisation de pesticides, vous voyez apparaître des problèmes de santé dont il faut tenir compte. Hein. Donc ça, c'est un premier élément nouveau par rapport à autre chose et qui crée d'ailleurs, qui va avoir des impacts sur la finance et tout ça, parce que ça crée des risques nouveaux. Également, vous avez, et là je vais répondre à votre question, et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Eh bien, par exemple, on voit des choses assez simples. Par exemple, nous pensons, enfin, c'est d'après les renseignements bien établis que nous avons, c'est que les producteurs, l'approvisionnement en pétrole de l'Europe, les gens qui fournissent du pétrole à l'Europe, vont perdre 8% de leur production d'ici 2030. 8%. Alors vous me dites, on pourra en chercher ailleurs, si la Russie ne peut plus fournir, etc. Non, on ne pourra pas en chercher ailleurs parce que tout le monde veut du pétrole. Donc, au chiffre, c'est ce qu'on appelle le problème de la voiture balai. Si vous ne commencez pas à vous passer de pétrole maintenant, eh bien, vous serez bien forcé. Et vous voyez d'ailleurs ce qui se passe en Ukraine, le problème du gaz, etc. On est dans des situations où s'il n'y a pas de gaz, on ne peut pas chauffer les bâtiments. Donc, la transition, on va la voir de toute façon. Si vous ne la faites pas volontairement de vous-même, il y aura la voiture balai qui va passer et elle sera là de toute façon. Et il faut donc prévoir et on a besoin de la finance parce que les plans existent. Le Shift a sorti un plan tout récemment, le plan de transformation de l'économie française. L'ADEME en a un autre, Megawatt en a un autre, etc. Mais tous ces plans sont merveilleux, mais on a besoin de finances. Comme vous le savez, ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'il se fera, il faut investir maintenant pour plus tard. Et la finance, on en a besoin, c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a une finance? Est-ce qu'elle peut être l'ami? Est-ce qu'elle peut être l'ennemi? Ben, comme vous le dites, elle peut être les deux. Alors, je cite deux cas. Quand vous avez un projet, disons, quand il y a un projet à faire sur une banque, un prêt, on peut vous accorder un prêt bonifié pour faire quelque chose. Hein, ça, vous pouvez convaincre des investisseurs de faire ça, convaincre une banque de faire ça. Hein, il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Le marché, à mon avis, est mal adapté pour ça. Il y a un cas que je cite toujours, c'est le cas des baleines. En 1970, il était question les baleines étaient considérées comme en danger. Et alors, l'argument a été présenté, il y avait deux compagnies qui chassent les baleines. Il y avait les Norvégiens et les Japonais. Et ils ont présenté l'argument suivant: laissez-nous tranquilles. Nous sommes des businessmen, nous ne sommes pas des philanthropes ou des baleiotropes ou des philo-baleines. On a besoin des baleines pour vivre. C'est nous qui allons préserver les baleines. Et l'argument a été contrecarré pour une raison financière, parce qu'au taux d'intérêt qui prévalait en 70, qui était de l'ordre de 12 à 13%, il valait beaucoup mieux financièrement tuer toutes les baleines et mettre l'argent à la banque que laisser les baleines se reproduire. Parce que l'argent se reproduisait plus vite à la banque que les baleineaux dans la mer. Donc, c'est un cas où la finance de marché, le taux d'intérêt à Wall Street influait directement sur la survie d'une espèce. Donc, ce qui veut dire que on a interdit la pêche à la baleine. À ce moment-là, il y avait un moratoire.
Donc, comment dire ça? Nous pensons qu'il faut une réglementation, nous pensons qu'il faut regarder les choses au cas par cas, et qu'un truc globalisé où on laisse les taux d'intérêt de marché faire leur effet ravageur, ça n'ira pas. Merci beaucoup. Donc ça permet de planter le décor. Donc la finance, en fait, on parle aussi de la finance comme si c'était une seule et même chose. Et on se rend compte que déjà, là, dans votre discours, on a parlé de plusieurs formes de finance. Donc je pense que c'est important aussi de reposer le cadre. Aujourd'hui, l'enjeu effectivement de la finance, financement de la transition écologique est certain. Le Carbon Disclosure Project dit qu'on a besoin, rien que sur les sujets de transition environnementale et climatique à proprement parler, on a besoin d'à peu près 10 milliards par an. Donc c'est d'autant plus de milliards qui sont nécessaires, dans notamment la question de la biodiversité, pour la protection de la biodiversité, pour l'accompagnement des entreprises, notamment face à cette crise sanitaire. On sait que le taux de chômage augmente chaque jour, donc d'accompagnement à l'emploi, etc. Donc cette finance, elle doit s'incarner dans des choses concrètes, et cette finance, elle agit différemment à différents niveaux. Voilà, la finance, ça peut être le prêt d'une banque, la finance, ça peut être l'investissement d'un fonds, ça peut être effectivement les levées de fonds sur les marchés primaires, les échanges d'actions sur les marchés secondaires, ça veut dire plein de choses. On a en fait derrière tous des dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir répondre aux limites de chacun. Ça, on ne va pas en reparler, je veux dire. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place pour justement lutter contre les limites de chacun de ces dispositifs. Donc d'un côté, on a effectivement l'ISR, de l'autre, on a essayé de créer des mécanismes d'obligation verts, on a des fonds à impact positif qui se sont créés. On parle parfois de création monétaire verte dans certains cas pour certaines banques. Donc il y a tout plein de dispositifs qui se sont créés pour justement apporter cette réponse. Alors, Philippe, vous incarnez un de ces dispositifs, et après je vous permettrai de réagir. Vous incarnez un de ces dispositifs, et plusieurs de ces dispositifs. Est-ce que pour vous, pour toi, la finance verte, clairement, peut nous permettre de répondre à la crise sociale et écologique qu'on voit aujourd'hui? La finance verte, d'ailleurs, la finance à impact global. Déjà, définir ce que c'est que la finance, c'est pas facile. C'est ce que tu disais. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. C'est quoi la finance? Je sais pas trop. Enfin, c'est une partie de l'économie aujourd'hui. C'est une des briques d'un système économique dans lequel on vit, qui est un système capitaliste aujourd'hui. C'est ça en fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc à l'intérieur de ce système capitaliste, la finance joue un certain rôle qui, en théorie, consiste à effectivement allouer du capital là où c'est le plus efficace. C'est comme ça que c'est théorisé dans le capitalisme. Donc en fait, la problématique qui se pose quand on aborde un sujet comme ça, comme est-ce que la finance peut être une amie ou une ennemie, il faut step back, reculer d'un cran en quelque sorte sur le questionnement. C'est est-ce qu'on accepte le modèle capitaliste tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on veut le transformer? Est-ce qu'on veut le casser et en faire un autre? Et souvent, les gens qui s'expriment sur la finance ne prennent pas le temps de donner leur projet concernant le capitalisme lui-même. Parce que si on dit le modèle capitaliste aujourd'hui, il est catastrophique, il est pourri, il ne fonctionne pas, il nous amène dans le mur. Et donc, mon projet, la façon dont je vois les choses, mon projet, c'est que il faut faire la révolution, il faut le casser, il faut le détruire, et il faut en faire un autre à la place. Alors, évidemment, ça dérive. On dit, évidemment, la finance, à ce moment-là, il faut faire pareil. Ça n'a aucun sens. Et elle est une ennemie. Elle est une ennemie absolue, une ennemie terrible. Il faut même commencer par ça. D'abord commencer par prendre des banquiers, puis ensuite on fera le reste. Si vous dites, ce modèle capitaliste, à l'inverse, à l'extrême inverse, il est là, j'aimerais bien éventuellement changer, mais de toute façon, je pense qu'il n'est pas changeable. C'est l'autre extrême. De toute façon, en tout cas, à l'horizon qu'on a de nos enjeux, qui sont les enjeux à 20, 30 ans, 40 ans, on ne pourra pas le changer. Il est là, il est là. Bon. Et donc, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de l'intérieur, de faire ce que je peux pour essayer au judo, de jouer au judo avec la force de ce système capitaliste, et essayer éventuellement de le faire bouger un petit peu. Non, moi je pense qu'on peut avoir une voie un tout petit peu médiane entre ces deux-là, qui est de dire je m'engage vers une transformation de ce modèle, une tentative de transformation de ce modèle,
qui accepte d'emblée qu'on ne va pas aller dans un idéal. Si je dois refaire la finance aujourd'hui, je ne la fais pas telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, typiquement, ce qu'on a fait dans la finance verte depuis 10 ans, je raconte toujours, j'étais dans le groupe d'experts de la finance durable de la Commission européenne en 2017. Qu'est-ce qui se passait? On était 20 personnes autour de la table, dont Pascal Canfin et quelques autres. On était 10 professionnels de la finance et 10 ONG. Et on essayait de trouver des consensus pour essayer de savoir comment il fallait faire évoluer les choses. Et alors on arrivait à trouver des consensus sur le fait de dire il faut développer les obligations vertes, y compris avec les ONG. Il y avait un consensus là-dessus en disant il faut mettre plus d'argent vers le vert là-dessus. Par contre, dès lors qu'on commençait à aborder des sujets du type il faut faire une taxe sur les transactions financières ou il faut réguler le trading de haute fréquence, il n'y avait plus de consensus du tout. Et effectivement, il y avait les ONG et puis quelques financiers comme moi qui s'opposaient à une autre version de la finance qui disait on ne peut pas bouger. Donc, le cœur du système, aujourd'hui, on n'y a pas touché. On a touché à la périphérie du système. Et donc, ça fait que les changements ne sont pas satisfaisants en matière de finance. Alors, ils ne sont pas satisfaisants. Non, mais il y a deux choses qu'on peut. Enfin, ça dépend de ce qu'on peut dire. On peut dire ils ne sont pas satisfaisants et est-ce qu'on peut en être fier? Et moi, je dis ils ne sont pas satisfaisants et j'en suis très fier. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que les changements qu'on a fait depuis 10 ans ne sont pas satisfaisants et je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait depuis 10 ans. On reviendra du coup sur ce qu'il faudrait faire. Du coup, Julien Le Fournier, pour vous, la finance verte est une illusion. Hein. Le système risque-rendement irrigue l'ensemble de la finance, ce qui bloque les velléités de changement. Hein. C'est le message que j'ai compris en lisant l'illusion de la finance verte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez ça? Oui. Et peut-être que vous pouvez aussi répondre à la question. Ouais. Bah, en fait, c'est pas vraiment une opinion, hein, c'est plutôt factuel, mais c'est ce que j'essayais de montrer. Ça se comprend bien en fait. Le marché en fait n'a pas du tout changé sa boussole, d'accord? C'est ce qu'on. Alors l'investissement responsable, c'est un vieux truc et qui se comprend bien. Je crois que l'origine, c'est aux États-Unis, les Quakers qui refusaient d'investir dans la pornographie ou dans l'alcool, qui faisaient des ravages sociaux. C'est facile à comprendre, ça s'entend bien, mais c'est une posture morale. Donc c'est pour gagner sa place au paradis. C'est ma place, c'est pas la vôtre. Et donc, ça ne changeait pas le monde, parce que les titres qu'ils n'achetaient pas ou qu'ils vendaient étaient achetés par les autres. C'est un peu les limites de l'exclusion, hein, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, si on peut parler, par exemple, dans le passé tout récent, il y a l'affaire Orpea. On a le chanteur Philippe qui est à côté de nous, donc il connaît très bien le sujet. Donc le cours s'est effondré à la suite du scandale Orpea. Et on a appris donc, que BlackRock était rentré. Voilà, on voit bien que c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que si je balance, parce que pour les raisons qui peuvent être extrêmement variées, hein, déception par rapport à l'entreprise, je pense qu'il va y avoir des enquêtes, des amendes, je pense que le modèle économique est condamné, parce qu'on va être obligé d'augmenter le coût des repas quotidiens dont on dit qu'ils étaient à 1 euro. Et donc, il y aura moins de profit, enfin, peu importe les raisons, à un moment donné, ce qui est vendu est acheté par un autre. Bon. Mais donc ça, c'était le début, et cette finance qui se comprend, qui est historique, elle n'a vraiment pas le vent en poupe. Hein. Aux États-Unis, les vrais financiers de Wall Street, ils ne voulaient absolument pas en entendre parler, hein, parce que c'est des gens brillants, ils savent très bien calculer, et si je dis, moi, par exemple, que je ne veux pas toucher aux actions de Total, par exemple du secteur énergie, et bien là, vous voyez, post-Covid, il y a eu un rebond de 100%. Eh bien ça représente un coup d'opportunité. D'accord? Tout le monde peut le comprendre. Hein. Je ne peux pas rentrer à ce moment-là. C'est donc bien sûr, ça peut jouer dans les deux sens. Mais ce que je veux dire, c'est que si je restreins l'univers investissable, potentiellement, ça représente un coup d'opportunité. Et donc, les financiers ne voulaient pas en entendre parler. C'est resté comme ça pendant assez longtemps. Et puis après, on est passé de cette sous-performance assumée et puis des banquiers responsables qui frappaient à la porte des financiers sans grand succès à donc une version, on va dire, mainstream en fait de la finance responsable où du coup on a élargi en fait, on a trouvé une solution pour résoudre le problème et arriver à peu près à proposer la même performance parce qu'en fait il n'y avait pas la sélection, il n'y avait rien de mordant en fait qui se passait. Voilà. On est passé de là à là. Et je ne vous raconte pas la dernière étape, parce que pour moi, elle est plutôt sinistre, elle me fait rire.
c'est qu'on est passé de ça gagne autant, c'est plus un obstacle, à ça surperforme. Bon, je ne vais pas être très long là-dessus parce que c'est un peu technique, mais c'est pas très sérieux. Mais en tout cas, donc, pour prendre le recul que disait Philippe, donc moi, et pour situer, justement, je me positionne pas du tout comme un anticapitaliste, hein, parce que je pense que sinon je serais complètement inaudible. Il faut commencer en tout cas à une longueur d'onde qui puisse être perçue par tout le monde. Mais justement, avec Alain dans le bouquin, et d'abord avec Ivar Ekland qui est là avec moi sur l'obligation verte, on s'est mis à l'intérieur du système en fait. C'est des raisonnements financiers, c'est des arguments de financiers. Moi je suis un ex-banquier, et donc en fait c'est une critique interne. On a voulu montrer aux gens, et on a plutôt été suivi d'ailleurs, on a voulu montrer comment ça ne marchait pas en fait. Donc c'est ça l'illusion qu'on dénonce. Et ça c'est pour situer le truc. Après, si on prend du recul, c'est vrai qu'il y a des questions qui restent pertinentes en 2022. Par exemple, je parlais de Orpea. Peut-être est-ce que j'aurais un avis différent de celui de Philippe. On peut se poser la question parce que c'est un secteur très particulier, le service à la personne. Quand on voit donc comment les boîtes fonctionnent, hein, la recherche de gains de productivité permanents. Donc il s'agit de produire plus de quantité tout en consommant en mettant moins de temps pour la produire. Mais quand le produit, c'est un service à la personne, le produit c'est justement le temps passé auprès des vieilles personnes. Là le modèle ne fonctionne pas du tout en fait. Et donc on voit que voilà ce que faisait Orpea, on rogne sur le coût du ticket à restaurant, le coût du repas. Quelle est votre solution quelle est votre vision justement sur La remplacer. Quelle est votre vision sur ce qu'il faut faire pour traiter le sujet de la dépendance et des personnes âgées en France? Parce que c'est intéressant de dire que le système actuel est mais comme c'est un problème qui est majeur, qui est réel, qui est évident, quelle est votre solution pour ça? Peut-être que là, ce que je veux dire par là, et ça peut être un point de divergence avec vous, c'est que c'est un vrai point de bifurcation. C'est-à-dire que peut-être que moi, puisque je constate que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans les EHPAD publics, mais le taux d'encadrement est supérieur et c'est moins cher. Donc les gens dans les EHPAD privés payent plus cher pour avoir un service moins bon. C'est quand même le monde à l'envers. Et avec une tonne d'argent public en plus, de surcroît. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous on adore le marché, mais il y a peut-être des secteurs de nos vies qui doivent échapper au marché. Donc il y a vraiment l'éducation, la santé, la pharmacie aussi, le big pharma. La fourniture d'eau, le traitement des déchets. Non, je sais pas. Non, mais alors attendez, je vais juste. Il faut juste après tirer le fil pour savoir. Oui. C'est ça qui est intéressant. Là, je parlais du cas Orpea, j'ai pas généralisé. Alors du coup, pour revenir sur le cas Orpea, ce qui est très intéressant, c'est qu'il révèle deux choses dont j'aimerais qu'on parle. La première, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des pratiques aujourd'hui dans le secteur financier qui doivent arrêter? Typiquement, on a vu pendant la crise du Covid que l'AMF a banni certaines opérations de spéculation à la baisse sur les entreprises, parce que sinon ça allait mettre en péril l'ensemble de l'économie. Alors c'est une pratique qui en fait existe au quotidien, mais pendant la crise du Covid, l'AMF a décidé de l'arrêter, parce que c'est dit que ça allait mettre trop en risque l'économie. Sauf que l'économie est mise à risque de ces pratiques à peu près tout le temps lors de la crise du Covid. Donc il y a effectivement quand même des opérations qui mériteraient d'être arrêtées. Donc quelles sont-elles? Et notamment, vous parliez des secteurs, ça peut être aussi une approche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels en fait on ne peut pas autoriser certaines pratiques financières parce que ça met trop en péril le système social. Et la deuxième chose, c'est ce que cette affaire a révélé, qui est une deuxième chose sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez tous, c'est la question des indicateurs et aujourd'hui de l'évaluation extra-financière. Et comme on le sait, ou pas tout le monde, aujourd'hui l'essentiel des agences de notation extra-financière, même quand elles étaient européennes à l'origine, ne sont plus entre nos mains. L'évaluation se fait de l'autre côté du Pacifique, en tout cas les bases de données sont là-bas, même moi avec Rift j'achète à peu près toutes mes données, elles viennent du continent américain pour savoir en fait de quoi sont composés nos produits d'épargne, et ce qui fait qu'on a en fait une exposition de l'évaluation au terrain qui est moins forte. Alors qu'effectivement, typiquement, le sujet d'Orpea, il aurait pu être intégré aux notes S depuis longtemps si on avait écouté ce qui se passait réellement. Et en fait, cette disparité, cette vision différente aussi de ce qui est bon d'un point de vue social et environnemental peut aussi poser problème dans l'évaluation. Donc j'aimerais vraiment vous faire réagir sur ces deux sujets. La question effectivement de quelles pratiques on doit arrêter et la question de l'évaluation extra-financière et pourquoi aujourd'hui elle n'est pas optimale. Oui, alors... comment la changer? Juste... donc ça c'était juste pour dire que tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Hein. Pour répondre à la première partie de ce que disait Philippe. Ensuite, là je dis Orpea, alors il faut
comprendre justement, je le dis une fois pour toutes, bon, Orpea c'est spectaculaire. Vous entendez bien au fond? Parce que nous, en fait, Pardon. on n'a pas l'impression que la micro marche, mais vous entendez bien. Orpea, c'est spectaculaire, mais Corian a aussi perdu 40% de sa valeur, donc c'est un problème, c'est le secteur qui est en cause, je veux dire, Orpea en particulier, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Après, là, ce que vous mentionnez, c'est très important. Le drame supplémentaire, si je puis dire, par rapport à l'affaire Orpea, c'est qu'on avait affaire à une société qui bénéficiait des meilleures notes ESG et des notes en progression en plus. Okay, donc, je veux dire, pour quelqu'un comme moi, voir que c'est le bouquin d'un journaliste, bon, avec les bonnes feuilles qui sont sorties dans le monde, qui a déclenché ça, alors qu'il y avait tout un tas. Je ne parle pas de signaux faibles. Hein. Je veux dire, on a tous des familles, on connaît des gens dans les EHPAD. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté insensé dans cette histoire en réalité. Mais donc tout ça pour dire que cette mécanique, ça c'est quelque chose que j'ai décrit, mais vraiment très très rapidement, parce que c'est pour les gens, il y a une variété d'agences, les modèles de toute manière sont plus ou moins opaques, donc on ne peut pas aller vraiment au bout de tous ces sujets très simplement, mais la fabrique de ces notations est complètement insensée en fait. Hein. Il n'y a pas d'audit, on s'en rend compte, c'est un formalisme, c'est ce que j'expliquais, c'est un formalisme. L'auditeur reçoit des données de la boîte et il dit cher ami, on se connaît bien, je vous fais confiance, j'ai reçu les données, oui, il donne un coup de tampon. Ben, c'est de ce niveau-là. Hein. Et ça explique la situation d'Orpea, hein, qui a des notes merveilleuses, et puis après on découvre la situation. Donc ça, c'est un problème, parce qu'il y a pas mal de fonds, du coup, qui font toute cette petite mécanique de fabrication d'investissements responsables sur la base de ces notations. D'accord ? Et donc le verre est dans le fruit, et ça donne à peu près rien, et certainement, ça, on n'est pas du tout dans la finance à impact, pour le coup. Tout le monde n'a pas, comme Philippe, chez Mirova, je crois qu'il dispose d'une capacité d'analyse propre, mais il y a des investisseurs qui sont complètement dépendants des notations de ces agences. Tout à fait. Et du coup, Philippe, sur ces sujets d'évaluation extra-financière et de pratiques à bannir, et après on rentrera plutôt dans le solution. Sur les pratiques à bannir, tu en as cité quelques-unes. Par exemple, ce que tu disais sur la vente à découvert est assez amusant, parce que l'AMF l'a interdite pendant la crise du Covid, mais elle l'avait déjà interdite pendant la crise 2007-2008. Ouais. Donc en fait, c'est une pratique de marché qui consiste en fait à vendre des choses que l'on n'a pas. Hein. C'est comme ça que ça marche. Normalement, quand vous vendez quelque chose, vous l'avez là, vous l'empruntez, puis vous le vendez après. Et cette technique de vente à découvert, elle fonctionne, sauf quand elle ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand tout va bien, elle est autorisée, elle fonctionne, elle permet de faire des choses. Et puis en situation de crise, on voit que c'est la catastrophe, ça ne fonctionne pas, et donc les autorités financières coupent. Et généralement, ils réouvrent la possibilité de le faire juste après que la crise soit arrivée. Donc on a de vraies problématiques de ce type-là sur les fonctionnements du marché. Alors cette vente à découvert, on a redécouvert, excusez-moi le jeu de mots récemment, avec l'affaire GameStop, que vous avez probablement suivi. Donc GameStop qui était cette boîte aux États-Unis dont le prix a monté s'est multiplié par 20 avant de s'écrouler complètement, simplement parce que les réseaux sociaux disaient il faut acheter, puis ensuite il faut vendre, et donc voilà, simplement les gens vendaient à découvert ces titres-là. Donc voilà, ça c'est par exemple une pratique qu'il faut arrêter. Bon. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on dit c'est une pratique qu'il faut arrêter, c'est là où je veux en venir sur derrière. À partir du moment où on dit que c'est une pratique qu'il faut arrêter, ça veut dire que forcément il y a donc bien une différence entre la finance qui l'utilise et la finance qui ne l'utilise pas. Or, nous, on est une finance qui n'utilise pas ça. Moi, quand j'ai créé Mirova, la première décision qu'on a prise, c'était d'arrêter de faire du prêt-emprunt type dans les fonds. On a décidé de ne pas le faire. C'est un sacrifice financier qui est réel, et donc on ne fait pas de prêt-emprunt type, et donc on ne fait pas de vente à découvert. Voilà. Donc ça, il y a bien elle est peut-être tenue, elle est peut-être faible, c'est peut-être l'épaisseur du trait, c'est peut-être le papier à cigarette, mais il y a une différence entre une certaine finance qui utilise des outils et une finance qui ne les utilise pas. Sur l'analyse ESG, nous ça fait 10 ans qu'on dit que l'analyse ESG elle n'est pas bonne, donc je veux dire, c'est pas une découverte. On a arrêté d'utiliser les données des agences. Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la finance, commencé à m'intéresser à la finance, à l'ISR il y a 10 ans, on se souvient certainement, les méthodes qui étaient utilisées, je me souviens, on achetait toutes les bases de données des agences, de Vigeo, de MSCI, de Sustainalytics, etc.
Et puis on mettait tout ça dans une marmite et on faisait passer au shaker et ça donnait, on faisait une moyenne des 3 agences. Parce que comme elle disait 3 trucs complètement différents, on faisait une moyenne. Donc, ou alors, il y a même des trucs assez drôles. C'est ce qu'on faisait chez Natixis à l'époque, il y a 10 ans. On utilisait 3 agences, on disait, il y en a une qui est bonne sur le E, une qui est bonne sur le S et une qui est bonne sur le G. Et donc je vais prendre la note de MSCI sur le E, de Vigeo sur le S et de Eris sur le G. On faisait vraiment ça. Donc c'était absurde, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, les notations sont faites par des... alors je pense qu'on peut les critiquer sans forcément les mépriser, parce que je pense qu'ils essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais effectivement, ils y passent relativement peu de temps. Et ils utilisent des données publiques, parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser des données publiques. C'est pas seulement c'est mon copain. Enfin, ce que j'aime pas trop dans la façon de présenter les choses, c'est je l'appelle, c'est mon copain. Non, c'est pas mon copain, c'est pas ça le sujet. Il faut pas les mépriser, ils font leur travail. Simplement, ils font leur travail avec des données. C'est pas de la collusion. C'est juste ça sur les données elles-mêmes, c'est sur la partie sincérité. Bon, mais oui, mais ils sont sincères, les gens qui font ça. Il n'y a aucun moyen ils font ça à partir des données publiques. Et donc, les données publiques aujourd'hui des entreprises sur les données extra-financières publiques sont faibles. Oui, c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on se bat. C'est les dossiers Vigeo quand j'étais stagiaire. Hein. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on se bat, pour que la comptabilité. C'est bien pour ça qu'on se bat pour avoir une comptabilité extra-financière de qualité. C'est bien pour ça qu'on pousse l'Europe à avoir sa directive CSRD, qu'on pousse les FRAG à travailler sur de la double matérialité, pour que demain, les entreprises donnent beaucoup plus d'informations. Et donc, voilà, après, c'est ça. Et qu'on a cherché la bonne information. Et qu'on a cherché la bonne information. Alors après, moi, je ne me cache pas derrière les agences, parce que comme je viens de le dire, nous, on a 15 personnes qui font de l'analyse, donc je ne prends pas comme alibi la notation des agences sur Orpea. On a fait notre propre analyse, et donc voilà, on assume les décisions comprises. Après, on peut revenir sur l'affaire Orpea, mais ça va me prendre beaucoup plus de temps. C'est un exemple. Mais non, mais c'est un exemple intéressant, parce que ça pose pour moi 3 questions. Effectivement, est-ce que oui ou non, il faut investir dans des boîtes comme Orpea ? Est-ce que les données ESG, est-ce que les données ESG sont effectivement de si mauvaise qualité que ça ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est actionnaire d'Orpea ? Donc on a essayé de répondre à ces 3 questions-là, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ça vous avez vu on a décidé de rendre public l'engagement qu'on faisait depuis 10 ans, mais qui était sous le radar, et donc là on a décidé de le rendre public et d'expliquer exactement les courriers et ce qu'on a demandé à Orpea depuis plusieurs années. Les données ESG, je viens de répondre, elles sont pas. Et ensuite, vous faites référence juste à un mécanisme qui est l'engagement actionnarial, qui a effectivement la différence de l'exclusion quand l'exclusion est faite que par des petits fonds. Parce que quand l'exclusion est faite par une banque systémique, ça peut avoir un réel impact. Si une grande banque prend la décision de sortir du charbon, machin, ça va avoir un impact sur l'économie parce que la banque est systémique. Par contre, si c'est un petit fonds qui décide d'exclure, comme vous l'avez justement dit, la participation va être reprise par un autre fonds et en fait on s'en sort pas. Donc il y a une technique qui est la technique de l'engagement actionnarial, qui aujourd'hui est celle qui fait le plus ses preuves. Mais encore une fois, faut-il être majeur à l'Assemblée Générale et s'assurer que l'engagement qui est pris se transcrive en une stratégie pertinente. On l'a vu avec Total, l'engagement avait l'air fort, mais la stratégie n'a pas été considérée comme étant convenable. Mais juste quand même sur le côté, tout s'achète, tout se vend. Évidemment, quand quelqu'un achète, l'autre vend. Mais le problème, c'est que D'accord n'a pas acheté au même prix que nous il y a 10 ans. Hein. Et donc, moi, là pour le coup, il y a des études, je ne sais pas si peut-être vous pourrez le commenter, il commence à y avoir maintenant des études de recherche académique sur cette question-là. Vous avez un marché avec des opérateurs quelconques, et puis vous avez un investisseur responsable qui rentre dans ce marché et qui a un comportement différent. Est-ce que, au bout du bout, ça implique un changement des prix sur ce marché, un changement du coût de financement des entreprises? Il y a de la recherche académique là-dessus maintenant, et qui commence à dire oui, il y a
un impact sur les coûts de financement. Alors moi, après, je n'ai pas lu en détail ce truc-là, je suis sûr que d'autres vont faire des études en disant c'est pas vrai, mais en tout cas, on peut positionner le débat là, à un niveau de recherche académique. Bien sûr. Monsieur Ekland, justement, vous, avec le Shift Project, vous avez publié un rapport, un plan de transformation de l'économie française. Un des sujets que moi, j'ai, pendant la table ronde de cette publication, que j'ai pas compris, c'est le fait que la finance n'était pas présente en fait de ce rapport. Comment en fait on va financer cette décarbonation et quel est le rôle des actionnaires dans cette transition? C'est quelque chose que sur lequel je voulais vous entendre, si vous le pouvez, le souhaitez. Bon, mais de nouveau, on est en train de parler de la finance de marché. Hein? Bon, c'est clair, il y a d'autres. Dans ce cas-là, oui. Il y a d'autres manières de faire. Oui. Hein? Comprenez bien aussi. Il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est que si un investissement est vert, c'est que il a, disons, c'est que, je ne sais pas, j'ai là, voici les plans d'une usine qui va retirer le carbone de l'atmosphère et va l'enfouir à 3000 mètres sous terre, on ne le verra jamais plus. Bon, c'est un bien public, c'est parfait. Alors l'économiste dira, c'est merveilleux, on le fera. Oui, mais comment je la finance? Qui va payer pour ça? Donc, ça, c'est le problème de fond, un problème de fond de la finance verte, qui fait que finalement, on pourra financer ça, soit l'État le finance, hein, c'est une manière de faire, ou alors l'État crée des crédits carbone, des choses comme ça, qui permettront à l'entreprise privée de venir et de faire ceci. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir une intervention de l'État. Ça, c'est assez clair. Le libre jeu du marché, sans rien, ben c'est mon histoire de baleine, ça ne résoudra pas ce problème-là. Alors, dans le shift, maintenant, il y a plusieurs sources de financement. Il y a l'État, toujours l'État. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a les banques. Bon, maintenant, je trouve qu'il y a un problème avec les banques, c'est qu'elles jouent sur le marché financier. Bon, le métier du banquier, c'était quand même, à un moment donné, de voir une entreprise, de voir les perspectives et de dire, cher ami, on vous prête et il y aura 3% pendant 20 ans. Ça a quand même été à un moment donné le métier du banquier. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose, et c'est un beau métier, et ça peut répondre à une préoccupation, hein, parce que, si vous voulez, moi, j'ai enseigné la finance pendant 20 ans, le problème fondamental, c'est, je mets 10 euros aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour la retrouver dans 40 ans? Vous avez une réponse, vous? Moi, c'est pas vraiment. Maintenant, très clairement, aujourd'hui, si vous le mettez dans le fossile, vous ne le retrouverez pas. Mais là, à ce moment-là, le genre d'investissement qu'il faut faire maintenant, c'est alors, par exemple, dans l'agriculture, des choses de ce genre, dans la perspective de tous les flux matériels. Ça, un banquier est capable de le faire, peut-être, et de jouer là-dessus, et ça peut intéresser les investisseurs. Je ne pense pas que le marché soit capable de le faire. Donc, au shift, on a parlé, on n'a pas développé ça, mais on n'a pas trop compté sur les marchés, à moins qu'il y ait une intervention de l'État pour rendre ces opérations rentables. On compte sur les banques, peut-être, pour financer des entreprises, et c'était ça le point. Un point que vous voulez soulever aussi, qui est un point de finance, les collectivités locales. Hein, les collectivités locales sont très actives en matière financière, en matière de réchauffement. Elles voudraient faire des choses, mais elles ont du mal à se financer, hein, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Tout à fait. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec une dernière question, et ensuite on va vous présenter nos propositions. Du coup, Jean-Michel Écuyer va nous rejoindre, qui est le responsable de la communauté finance du mouvement Impact France, pour vous présenter les propositions concrètes que nous, on pense qu'il faudrait porter rapidement pour un peu inverser cette boussole, comme vous le mentionnez. Alors, vous avez parlé de plusieurs choses, et je voudrais juste quand même vous faire réagir concrètement. Donc vous avez parlé du prêt bancaire, qui effectivement peut être soutenu par une création monétaire verte. Aujourd'hui, est-ce que ça vous y croyez? Vous avez parlé des marchés, où là on a quand même parlé du fait d'abolir certaines opérations et de pouvoir peut-être sur les marchés créer une nouvelle prime à la vertu, être capable d'émettre des titres traçables. On a parlé du fait que l'exclusion ne marchait pas toujours, mais l'engagement actionnarial pouvait le faire. Voilà, concrètement maintenant, si vous aviez, comme nous, on l'espère un jour, la baguette magique et l'oreille de nos décideurs, qu'est-ce que vous leur direz de faire concrètement pour la finance, et quelle est la forme de finance qui, pour vous réellement, permettra de créer de l'impact positif? Excusez-moi, oui. Juste un dernier mot. Ah oui. Propos au Shift Project.
Il y a une proposition concrète, c'est le projet InGlobo, qui consiste à dire on prend les sommes de l'assurance vie en France, qui sont considérables, je crois que c'est 1200 milliards. Vous avez bien aimé notre proposition. Voilà, dans les propositions du chiffre, il y a l'idée d'en consacrer une partie très à bien. des investissements verts, donc ça c'est une proposition. Voilà, on vous fera réagir du coup à ces propositions-là, mais j'aimerais vous entendre du coup sur ça. Juste pour boucler sur des choses qui ont été dites par Philippe et Ivar, et le titre de la séance sur finance amis, finance ennemis. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de projection bienveillante ou malveillante, mais pour moi, la finance est un outil. Donc c'est ni ami ni ennemi, en effet. Voilà. Malgré les incarnations, c'est un outil. Et donc là, je suis d'accord avec Ivar. C'est un outil, il faut rajouter quelque chose pour que ça fonctionne en fait. L'idée que la finance toute seule, là, la théorie post-libérale, néolibérale, qu'en laissant le marché, enfin, le mythe de la main invisible d'Alan Smith, revisité version écolo, en pensant que les marchés vont nous sortir du problème du réchauffement climatique, c'est du délire, évidemment. Bon. Et donc, c'est purement délirant. Enfin, je veux dire, c'est la direction l'asile, quoi. Quand même pas. Sinon, on n'aurait plus personne pour gouverner s'ils étaient tous à l'asile. Et donc, on a commencé avec illusionniste, on a commencé en magicien, on termine en prisonnier. Et donc, il faut, par exemple, Philippe disait, je veux bien, c'est pour ça, parce que j'entends parfois ça, alors, c'est pas ce que tu as dit, mais il y a des gens qui disent c'est la qualité de l'information, il manque de l'information, toujours le mythe, la mythologie qui est très puissante dans les marchés. Hein. L'information du marché, le marché qui trouve le chemin avec l'information. Ça n'a rien à voir avec la finance verte, ça date d'avant, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très puissant. Bon. Malheureusement, l'information dont on a besoin, elle n'existe pas, parce qu'elle concerne le futur. Donc c'est un vrai problème. Et en plus, je dirais que c'est complètement insuffisant. Imaginez, je donne cet exemple, si on vous dit combien émet une voiture de grammes de CO2 à l'échappement, on mesure, d'accord ? C'est une information, mais ça n'empêche pas les gens d'acheter des SUV essence, etc. Si on fait basculer le secteur automobile des moteurs thermiques aux moteurs électriques, c'est parce qu'on a mis des normes d'émissions en baissant graduellement. Et c'est ça. Donc il va à raison. Il faut rajouter pour que ça fonctionne. Il faut que la puissance publique donne un cap, fasse des choses. Alors ça peut être de différentes natures. Tout le monde ne propose pas les mêmes solutions. Taxe carbone, AMSAP d'un côté, d'autres propositions de l'autre, des interdictions. Mais je veux dire, la finance, elle se coule, elle marchera très très bien, mais il faut lui donner un cadre et un cap. C'est ça le truc. Tout à fait, Philippe. Non, mais je suis d'accord. Bah, super. Non, mais je peux peut-être revenir juste sur la question de la banque tout à l'heure, de qu'est-ce que c'est qu'une bonne banque ou une mauvaise banque, parce que je trouve un petit peu simplificateur, pas simpliste, pardon, je veux pas, simplificateur, la vision consistant à dire les banques font du marché, donc c'est pas bien. Alors, vous savez, c'est Jacques Attali qui disait après la crise financière de 2007-2008, la finance devrait revenir, ce qu'elle aurait toujours jamais cessé d'être, c'est-à-dire une activité ennuyante, boring activity. Donc, et c'est vrai qu'on est allé beaucoup trop loin et dans le délire de la complexité des produits, de l'opacité, etc. Pour autant, qu'est-ce que c'est qu'intervenir sur les marchés financiers? Je veux dire, est-ce que nous, quand on est un asset manager et qu'on investit, qu'on lance un fonds de private equity c'est de l'argent des épargnants que l'on reçoit et on va investir dans des boîtes qui font de l'innovation, là en l'occurrence nous on cherche des boîtes qui font de l'innovation spécifiquement sur la transition environnementale, est-ce que c'est un produit de marché? On est loin, on n'est pas dans la banque qui fait son crédit au guichet là, hein. On est dans une boîte d'asset manager qui gagne beaucoup d'argent, qui a des gros bonus et tout ça. Est-ce que c'est un produit de marché? Oui, mais ça reste de l'activité de finance finalement relativement classique, c'est-à-dire je prends de l'argent d'un épargnant et je le mets dans une activité, dans un projet auquel je crois et donc je transfère de l'argent dans le temps pour financer ce projet. Mais vous réalisez le projet vous-même. Je donne de l'argent à celui qui le réalise. Mais vous évaluez le risque vous-même. Ah, bien sûr, oui. Ah, si vous évaluez le risque vous-même... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez que quand on tire le fil, l'activité bancaire, elle peut être quand même assez vaste.
Et par contre, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'incentive aujourd'hui. Il y en a côté gestion d'actifs, beaucoup. En revanche, au niveau de la banque, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'incentive pour que la banque aille dans le bon sens. Nous, on a beaucoup milité pour un green supporting factor, hein, c'est-à-dire donc, que la régulation bancaire soit modulée en fonction du type d'investissement. C'est-à-dire que vous savez que voilà, une banque doit avoir du capital, un capital minimum. Ce capital dépend du nombre de prêts que l'on fait. Eh bien, on disait il faut que ce capital exigé il soit plus faible quand on prête à un projet vert que quand on prête à un projet pas vert. Ce qui va donc pousser la banque dans son business model à aller vers des produits pas verts. Voilà, ça c'est l'évolution de la réglementation qui serait utile. Je vais accueillir Jean-Michel autour de la table et ça va nous permettre de réagir plus spécifiquement au nouveau cadre et aux propositions à travers les propositions travaillées par la communauté finance au mouvement Impact France. Jean-Michel, joins-toi à nous pour nous pitcher, nous présenter un petit peu, voilà, pour nous les propositions activables dans le cadre d'une campagne présidentielle, là, voilà, à ISO, modèle capitaliste d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la chose et la donne très... Je ne peux pas te donner mon micro à cause du Covid, maintenant il y en a un en plus. Non, si je l'en sors. Bon, j'en sors, ça va. Il y a 3 jours. Non, ça fait... Non, mais ça fait 15 jours que je ne l'ai plus, quoi. Félicitations. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, Jean-Michel, j'ai travaillé avec 5 ou 6 de mes collègues qui sont, pour beaucoup d'entre eux, en fait, des acteurs de la finance dirigés vers les entreprises à impact. Hein. Donc on est plutôt des acteurs du private equity et plutôt focusés vers les entreprises à impact. Et bon, donc on a essayé de phosphorer sur la thématique, finalement, ces entreprises à impact, comment faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de flux financiers plus massifs, et puis de façon plus globale également, comment, avec notre vision à nous de financeurs plutôt private equity d'entreprises à impact, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de flux financiers soient redirigés, si possible de façon un peu massive, vers la transition écologique et solidaire. Voilà, du coup, ça donne quoi, si ça marche? Alors, la première proposition, je vais revenir après sur chacune de façon plus détaillée. Notre sujet, c'est de diriger plus de flux financiers vers les entreprises à impact, mais ça suppose de définir dans le cadre d'un référentiel clair, c'est quoi la finance impact. Enfin déjà, c'est quoi les entreprises à impact, mais ça, le mouvement Impact France a par ailleurs fait des propositions sur le sujet que je vous invite à retrouver dans son manifeste, et on n'en parlera pas directement ce soir, sauf si tu veux à un moment ou à un autre rappeler ce qu'est une entreprise à impact. Et d'autre part, voilà, une finance qui chercherait à avoir de l'impact, c'est quoi? Et donc, en l'occurrence, on souhaite qu'un référentiel clair soit défini pour ça. Il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits, mais que ce référentiel tienne notamment compte d'un point sur lequel on a eu un peu de mal à faire bouger les lignes avec nos amis de la finance un peu plus traditionnelle dernièrement, sur le fait qu'il faut accepter que la performance financière d'un produit, elle peut être impactée par sa performance sociale, et en l'occurrence, alors je ne vais pas revenir sur le cas Orpea, mais peut-être s'il y avait eu un peu moins de pression financière sur Orpea, il y aurait eu potentiellement un peu moins de pression sur le coût des repas pour les personnes âgées. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, aujourd'hui, on a un super système en France qu'on essaie d'exporter en Europe, d'ailleurs, avec des difficultés regrettables. C'est la finance solidaire. Il y a aujourd'hui une vingtaine de milliards qui sont dédiés dans le système financier à financer les entreprises solidaires et les entreprises à impact. Alors, on peut trouver que ce n'est pas beaucoup, si on compare ça aux 3 000 milliards de l'épargne financière, mais c'est quand même pas mal et pas tout à fait suffisant cependant à notre idée, notamment si on lance à grande échelle le concept entreprise à impact, il faudra des financements fléchés sur ces entreprises, et donc on souhaite que les investissements solidaires soient renforcés, peut-être doublés, notamment au sein des fonds d'épargne salariale et des fonds d'assurance vie solidaire. Voilà. Sur les mesures un peu plus générales, alors on n'a pas eu l'audace de dire il faut que l'assurance vie soit
rediriger vers la transition écologique et solidaire, mais on aurait peut-être dû avoir cette audace. On s'est contenté du LDDS et de ses 125 milliards. Mais il y a quand même un sujet là-dessus. Le livret de développement durable et solidaire aujourd'hui a une obligation de consacrer 15% de ses encours à la transition écologique et solidaire. On peut trouver que c'est trop peu. Et enfin, de façon plus générale, l'un des moyens de faire en sorte que l'épargne se redirige de façon un peu plus massive vers la transition écologique et solidaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une éco-conditionnalité de la fiscalité et que en fait, la fiscalité aide l'épargnant à choisir cette direction-là, ce qui est quand même très peu le cas aujourd'hui malheureusement. Tout à fait. Alors, du coup, on a effectivement une proposition, mais je ne crois pas qu'on l'ait mis là encore parce qu'on est un peu en négociation encore avec un autre représentant des acteurs de la finance verte. Mais aujourd'hui, quand même, on a intégré la question de l'épargne salariale et de l'assurance vie solidaire, où aujourd'hui, effectivement, pour être une assurance vie solidaire et une épargne salariale solidaire, il faut avoir 5 à 10%. Et nous, pour nous, il est essentiel de passer à 10 à 15%. En rajoutant, ça se rajoute effectivement aux évolutions de la loi Pacte. Ah ben voilà, Léna. Oui, mais c'est une proposition déjà. Bah, c'est bon alors. Bah, parfait. Donc, Bah, ok, juste avant de passer. non, mais parce qu'en fait, nous on voit effectivement, parce que le problème qu'il y a eu, je préfère répondre avant juste sur ça, parce que le problème qu'il y a eu pendant longtemps sur ce sujet de la liquidité des produits d'assurance vie, et c'est pour ça que la limite était à 5 à 10 pour l'économie sociale et solidaire. C'est que nous, on adresse cette vision plus largement, c'est-à-dire qu'on parle aussi des investissements verts, de la transition écologique, on ne parle pas que de l'ESS à proprement parler, on parle de l'ensemble de l'investissement à impact, et pour nous, effectivement, il se qualifie différemment de l'ESS, donc il y a les principes de l'ESS qui doivent être respectés, mais on adresse aussi les entreprises de la transition écologique, ce qui permet d'avoir effectivement une masse financière plus importante. Et sur ce sujet de l'éco-conditionnalité de la fiscalité, pour vous donner des exemples aussi très concrets sur ce que ça veut dire, aujourd'hui en fait on a tout plein de niches fiscales liées à l'investissement, que pour nous c'est essentiel de les éco-conditionnaliser, notamment le prélèvement forfaitaire unique, ou les avantages fiscaux du PEA, ou encore le report d'imposition sur les plus-values quand vous investissez en fait, mais ça a un peu sauté, c'est pas très clair, hein, bien en tant que dirigeant d'ailleurs c'est pas très clair, parce qu'en gros quand vous vendez vos actions, si vous les réinvestissez en quasi-totalité, vous n'êtes pas prélevé en fait sur votre plus-value. Mais pour nous, parce que d'ailleurs c'est un dispositif qui ne tient pas toujours la route, il est parfois retoqué, ce dispositif doit réellement être présenté et poussé, mais dans le cadre d'un investissement avec des critères effectivement sociaux et écologiques, où là, effectivement, comme le disait Jean-Michel, ça fait référence aux critères de l'entreprise à impact, hein, qui sont les critères qu'on a présentés la semaine dernière. Donc j'aimerais effectivement vous faire réagir à ces propositions. Jean-Michel, tu veux compléter ? Peut-être juste quelques mots pour cadrer le débat, y compris en termes de chiffres. Le LDDS, donc aujourd'hui, c'est 125 milliards et là-dessus, il y en a 40% qui restent dans les banques. Et sur ces 40%, ils ont l'obligation d'investir 15% dans les entreprises sociales et solidaires ou dans la transition écologique et 80% dans les PME. Point. Sans aucune contrainte d'éco-conditionnalité justement sur les investissements. Donc c'est ça qu'on voudrait changer, et pour le coup on parle de quand même 80%, de 40%, de 125 milliards, donc ça fait quelques dizaines de milliards. À peu près 100 milliards de plus qui pourraient être redirigés dans la transition. Voilà. Sur le sujet de l'épargne solidaire, si j'avais à le trouver, voilà. On parle de quoi? En fait aujourd'hui l'épargne salariale solidaire et l'assurance vie solidaire c'est à peu près 12 milliards d'euros. Et en fait 5 à 10% de ces 12 milliards, donc on va dire 800 millions, sont investis dans des entreprises solidaires. Voilà. Donc le sujet, c'est que, notamment si on arrive à élargir le spectre de ces entreprises solidaires pour en faire des entreprises à impact, on ne parle plus de 800 millions, mais plutôt de 1,5 milliard, on va dire, qui soit consacré à ça. Sans parler du fait que depuis peu est apparue l'obligation que l'assurance vie propose un fonds solidaire, et ça va contribuer également à augmenter les flux. C'est là-dessus que Philippe... Oui, je voulais juste poser une question là-dessus en fait. C'est super, bon, globalement j'adhère évidemment à tout ça. Mais l'exemple des fonds 90-10 est extraordinaire parce que finalement c'est une très belle réussite, hein, ça aboutit effectivement aux 800 millions dont tu parles, dont 300 millions chez Mirova. Et
Et on a réussi à faire accepter finalement aux investisseurs une moindre rentabilité. C'est ça, globalement, quand même, il faut bien le dire au bout du bout. C'est-à-dire qu'on a créé un produit 90-10, donc 90% est investi sur des produits de marché, donc qui ont une rentabilité de marché, quoi que ça veuille dire, et 10% sont investis dans des entreprises solidaires, en gros, à une rentabilité qui est autour de 0, à peu près, hein, entre 0 et 1%, on va dire. Essayer de faire que ce soit 1, mais oui, c'est vrai. Voilà, en gros, c'est autour de ça. Donc, on a accepté qu'effectivement, il y avait un produit dont 10% n'était pas rémunéré. Et il y a eu un engouement pour ça, et beaucoup d'argent qui a été mis par les investisseurs et les épargnants sur ce produit, et du coup, effectivement, les 8 milliards dont tu parles, les 12 milliards dont tu parles, et les 800 millions. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est si demain tu dis que c'est 20%, c'est pas 10% qui vont être mis dans le solidaire, mais 20% qui vont être mis dans le solidaire, est-ce qu'on est sûr qu'on va toujours avoir les 12 milliards? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir autant de gens qui vont avoir envie d'investir là-dedans, c'est-à-dire de sacrifier non plus 10% mais 20%? Et si ce n'est pas le cas et que les 12 milliards deviennent 6 milliards, ben, tu auras été bien content d'avoir doublé ton truc, mais tu auras doublé ton truc sur quelque chose qui aura diminué de moitié, et donc ça va voilà. Autrement dit, y a-t-il une élasticité de la part des investisseurs à ça, et est-ce qu'on l'a testé? Et quel est le bon niveau? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? Peut-être que jusqu'à 15 ça va, mais au-delà de 15 ça va plus. Voilà, c'est une question. Ce qu'on a testé en tout cas, c'est entre 5 et 10, parce qu'il y a des gestionnaires, des asset managers qui font le minimum. Voilà, je suis à 5,5% et je l'affiche. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'à 10 avec des accords de liquidité qu'on négocie. Et là, franchement, le vrai facteur déterminant sur le développement de cette épargne, c'est pas je suis à 5 ou je suis à 10, c'est je communique dessus en expliquant précisément à quoi servir l'argent ou pas. Et si j'explique à quoi servir l'argent, je vais en collecter 4 fois plus. Nous, on a fait l'expérience avec L'Oréal. Voilà. Donc alors on est plus modeste que 20, on sait pas, voilà, en accord avec FAIR, on est resté à 15. Okay. Voilà. Mais notre opinion, c'est que si on va à cette limite-là, franchement, le régulateur, ça devrait être acceptable pour le régulateur qui est toujours craignos sur les sujets de liquidité, et pour les épargnants, ça ne devrait pas avoir de conséquences très significatives sur leur proportion à épargner. Et puis globalement, hein, toutes les études sur l'assurance vie montrent que l'avenir n'est clairement pas dans aujourd'hui la manière dont l'assurance vie fonctionne. Hein. Aujourd'hui, les fonds euros n'apportent plus de rentabilité, et qu'il y a des rapports qui sortent pas des capitalismes les plus vertueux disant que l'avenir est le non-coté. Donc dans le non-coté, on va trouver davantage en fait, de solutions d'investissement long terme, et le non-coté, c'est pas forcément le 5 à 10 d'aujourd'hui. Le 5 à 10 d'aujourd'hui, c'est l'économie sociale liquide quand même, essentiellement. Hein. Donc c'est les foncières, solidaires, etc. Et donc c'est très bien, et cette part, elle en sera toujours dédiée, mais il faut étendre effectivement le type d'entreprise qui pourra bénéficier de cette épargne salariale solidaire, avec effectivement des acteurs non cotés qui travaillent dans différents secteurs et qui seront capables d'apporter plus de liquidité, je pense, et aussi plus de rentabilité, et dans tous les cas qui adresseront les enjeux à long terme. Et comme le dit la Banque Centrale Européenne, le fait de ne pas prendre en compte ces questions climatiques et ces risques climatiques et environnementaux à court terme va coûter à moyen terme. Donc c'est de diriger ces produits d'assurance vie vers même une logique plus intelligente d'un point de vue économique. Une question juste, est-ce qu'il y a un marché secondaire pour ces produits? Est-ce qu'il y a un marché secondaire sur les produits Oui, alors c'est les produits que vous mettez. En fait, c'est en partie des investissements sous forme de dette, donc type billets par exemple. Oui. Donc le sujet du marché secondaire se pose pas, c'est remboursé. Et en partie des investissements en capital, par exemple, c'est ce que nous on fait plutôt. Et là, oui, alors on commence à avoir le recul, ça fait une dizaine d'années qu'on le fait, on arrive à revendre nos participations à d'autres acteurs. On en a vendu une à des bon, c'est pas un marché, c'est tout ce que je veux dire. C'est un marché qui est encore en structuration, mais on préfère éviter pour l'instant. On espère que le marché secondaire pour ces actions va bien permettre à tout ça de rouler. Quoi. Voilà. Donc, moi je voudrais réagir aux propositions. Si ça marche, ça, en fait, on n'a pas l'impression que ça marche. Okay. Je trouve, et ça Philippe le sait, que l'exemple du 90-10, je l'utilise souvent justement parce que je trouve que c'est un excellent exemple pour que les gens comprennent ce dont je parle, parce que parfois effectivement on voit les ONG sont sur plutôt l'aspect microéconomie, le projet, ce qu'il est vert, vert, etc. Et on ne parle jamais de prix. Curieusement, on est en finance, mais il n'y a pas de prix. C'est un tabou, ça ne les intéresse pas, ça n'intéresse personne. Alors que c'est le driver des décisions. Bon. Donc j'utilise cet exemple pour montrer que ce 90-10, donc tu vois, on n'est pas du tout anticapitaliste, puisque 90 c'est le marché, donc 90 c'est le marché normal, le marché de tout le monde, et 10 ça fait autre chose.
Et ça, c'est... Voilà, et les gens comprennent. J'ai toujours trouvé ce produit fabuleux, vraiment astucieux, parce que les gens se disent, bon, ils comprennent, j'ai 90% du rendement du marché, ça va, je vais vivre, et il y a 10 qui contribuent qui sont utilisés pour des projets avec un bénéfice social. Moi, personnellement, je trouve que c'est une formule qui est... Voilà, c'est pas la seule, hein, je ne réduis pas le SS à ça, mais parce que toi, tu as dit que c'était pas... Je mettais que ça en avant, tu trouvais ça un peu dommage, mais... Ça fait une demi-page dans le bouquin. L'exemple 90-10, ça fait une demi-page, c'est le seul moment du livre où j'ai trouvé quelque chose de positif. Une demi-page sur 300 pages. J'ai trouvé ça, disons, et comme c'était à la fin, j'ai trouvé ça assez long, les 290 pages à lire pour arriver à cette demi-page. C'est tout, c'est juste ça que je disais. Ça me sert aussi cet exemple que je trouve vraiment intéressant, parce que moi je pense au... Bon, voilà, après, il faut expliquer... Si on est sur le réchauffement climatique, un problème systémique, on est en, je ne sais pas, d'ailleurs les chiffres ne veulent rien dire, mais bon, en centaines, en milliers, en dizaines de milliers de milliards, là on voit de quoi on parle. Pour la partie 10%, on est plutôt en centaines de millions d'euros. Bon, c'est pas le même ordre de grandeur, hein, puisque l'angoisse, quand je vois les trucs dont je parlais avec vous, l'histoire du fameux passage à l'échelle, voilà. Mais ça a une valeur en soi, il ne faut pas cracher dessus. Et pour les gens qui bénéficient de ces 10%, c'est fabuleux, il faut le faire, il faut continuer à le faire. Donc je ne suis pas sûr que ça va résoudre le problème du shift, du financement, du plan du shift. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Maintenant, ça met le doigt sur le sujet, à mon avis, qui est toujours l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle, qui est cette histoire de rendement. Voilà. Et là, les yeux dans les yeux, hein, il faut verbaliser ça, ce qui n'est pas fait par 90% des acteurs de finances durables, au contraire, qui promettent le et en même temps, hein, en même temps on va sauver le monde et en même temps on va être aussi bon que les autres. Là, il faut assumer, regarder les gens dans les yeux et dire non, je vais sous-performer les autres parce que 10% du produit va être consacré, va être fléché, faire des choses pas ou peu rentables. Si, moi je pense que c'est très important d'arriver à ce discours-là. Par rapport aux obligations d'État, ça ne se sous-performe pas. Les obligations d'État sont en rendement négatif. Donc oui, non, mais la finance solidaire est meilleure que l'obligation d'État. Tu as compris ce que je voulais dire. Oui, mais bon, c'est ça qui me paraît fondamental. C'est un choix politique d'ailleurs. C'est un choix fondamental. Et c'est le choix en général qui n'est pas assumé. Pour tout le reste, moi, doubler les investissements solidaires, je vote pour. Consacrer l'intégralité du LDDS, je vote pour, et j'avais signé ta pétition il y a bien longtemps. Ah oui, d'ailleurs, si vous... Ah oui, merci. Merci de le rappeler. Si vous voulez toujours contribuer et faire entendre ce message à Bercy sur le LDDS, change.org/notre-épargne. Notre épargne, c'est tout. Notre épargne. C'est du green, en fait, c'est du greenwashing d'État. Quand on a un truc qui s'appelle livret de développement durable et que l'argent n'est pas consacré à ça, c'est un greenwashing d'État. Donc il faudrait que l'État arrête de greenwasher, ça serait bien. Et après, sur les avantages fiscaux, bien sûr, là je crois là c'est le dur du sujet. Si on cherchait un levier, il va parler il faut un levier quelque part. Et donc, évidemment, la fiscalité, c'est un super levier surtout en France, on dit on est le pays des niches fiscales, il y en a partout. Pas pour tout le monde. Voilà, dès qu'on veut faire un truc, on fait une niche fiscale, je ne sais pas combien on en a compté, on est entre 100 et 200 ou plus, j'en sais rien. À chaque fois on dit on va les supprimer, on ne les supprime jamais. Et dans un pays où il y a une culture de ça. Et donc c'est évident qu'il faut une fiscalité qui soit... moi je trouve ça absolument pertinent, mais par contre ça oblige... Parce que si vous voulez une contrepartie pécuniaire et sérieuse, alors là, vous êtes complètement obligé d'être sérieux sur le sujet, sur la taxonomie, sur ce que vous faites et sur ce que vous voyez. C'est la contrepartie, en fait. C'est pourquoi nous souhaitons, sur notre sujet finance à impact en particulier, qu'un référentiel soit très clairement défini, qu'il y ait éventuellement une gradation dans la notation des fonds dans le cadre de ces référentiels, que les fonds soient audités. Et que, pour le coup, alors finance à impact, c'est quoi? C'est une finance qui dit clairement, j'ai l'intention d'avoir tel impact, je m'engage à mesurer les effets, l'évolution des entreprises ou des projets que j'ai financés, et à évaluer mon additionnalité dans tout ça. Voilà, ça c'est la base de la finance à impact. Nous, ce qu'on dit, en plus, c'est que, ok, tu vas développer une super méthode pour démontrer ton intentionnalité, ton additionnalité, ta mesure. Enfin, n'oublie pas quand même de reporter sur les effets très concrets que ça va avoir, tout ça, d'une part, et d'autre part,
admet qu'il y a un certain nombre de projets, si tu les finances et que tu veux qu'ils aient un impact très significatif, alors c'est peut-être moins le cas dans le domaine environnemental, mais dans le domaine social, eh ben, admet que ça va impacter ta performance financière et que quelque part, sois prêt à le faire, quoi. Et pour le coup, c'est peut-être pas que sur les 10% autant que possible, parce que... Mais c'est pour ça que des vous avez remarqué que j'ai répondu sur 2-3 cas très rapidement, et ça je l'avais laissé pour la fin, parce que là je trouve que du coup c'est la partie vraiment difficile, parce qu'on retombe sur les problématiques de notation de machin truc. Si ici je parle d'un kilo de pommes, on va tous être là dans toute la salle, 1 kilo de pommes, on va être à peu près d'accord. La magie de la science s'agissant de masse, c'est que même à Moscou ou à Tombouctou, on va être aussi d'accord sur ce que c'est qu'un kilo de pommes. Par contre, ABCD ou C+, s'agissant d'Orpea, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il Ça faut que ça la veut rien notation dire, en reflète la réalité physique. C'est d'ailleurs ça tout veut l'enjeu malheureusement rien dire. Et donc, du- ça, c'est le l'index point, je dirais, social et c'est le point très très dur de l'affaire. Tout à fait. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de, effectivement, je le disais en rigolant en parallèle, mais de l'index social et écologique qu'on porte, qui n'est pas une notation à proprement parler, mais qui est en fait le reflet de l'activité de l'entreprise. Donc il est question juste de savoir concrètement ce que l'entreprise fait et pas juste quelle est sa note. On n'est plus en CP. Du coup, vous allez continuer à réagir parce que maintenant on va échanger avec vous, ce qui est plus sympathique. Oui, oui, tout à fait. Mais, en même temps, vous réagirez à la première question. Je préfère qu'on commence à créer un peu un échange. Je vous en prie, n'hésitez pas, prenez la parole. Alors, si je commence à passer après, je vais culpabiliser de tous vous avoir tué. Culpabilisez pas. Non, je voulais juste dire que je ne vous trouve pas assez ambitieux sur le 90-10 ou 15. Il y a aujourd'hui des produits de marché qui ne sont pas dans les produits de SS qui font du 80-20. Vous avez par exemple quelqu'un comme Cedrus Partner qui fait ça pour Swiss Re Asset Management, qui a monté un fonds immobilier. 80% c'est de l'immobilier de bureau classique et 20% c'est des locaux qui sont donnés à Emmaüs et au SAMU social. Donc c'est déjà un fonds 80-20, donc je pense que vous pourriez passer la barre à 20%. Ah, je comprends ce que vous dites. Alors après, on parle d'un produit très spécifique, Non, qui est non, l'épargne salariale solidaire, qui est des non, mais je sais bien que c'est un produit spécifique, ouais. mais il faut élargir le partage, le fonds, ce qu'on appelle ça un fonds de partage en capital, qui est beaucoup plus intéressant qu'un fonds de partage en intérêt, puisque vous touchez tout de suite le capital, par les intérêts, vous les touchez au fur et à mesure. Donc c'est un produit qui existe déjà, qui a déjà 3 ou 4 ans, etc. Et qu'il faudrait élargir pas simplement à l'immobilier, mais à toute chose. Donc c'est pour ça que je vous trouve pas assez ambitieux et vous devriez pousser le bouchon un petit peu plus loin et faire du 80-20. Voilà. C'est ma proposition. Non, mais merci beaucoup pour votre réaction et je pense que c'est une forme intéressante, pas assez méconnue. Est-ce que vous voulez réagir? Parce que tout à l'heure on m'a demandé de réagir. Ça vous permet de réagir en même temps à ce qui a été dit et ensuite je vais repasser la parole. Bon, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier du rendement pour faire quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a des gens comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de place. Bon, donc je comprends qu'il y ait ces investissements-là. Ces produits-là, je doute qu'il y ait un marché secondaire. Hein, parce que une fois que l'investissement solidaire a été fait, comment je le revendrai à quelqu'un? Parce qu'il a déjà été fait, l'investissement. Donc ça, c'est une autre question. Donc maintenant, je voudrais quand même dire qu'il y a des entreprises, et je connais des startups qui ont le même souci, c'est-à-dire investir pour le bien commun. Et je voudrais dire que la loi actuelle ne le permet pas. Parce qu'une entreprise, ça doit faire du profit et ça doit revenir à l'entreprise. Si on fait autre chose, c'est du mécénat. Mais le mécénat, c'est 0,5%. Donc, je connais un cas très pratique où, dans la situation actuelle des entreprises, il n'est pas possible de donner de l'argent pour quelque chose qui soit un bien commun, comme par exemple de développer certains logiciels libres, etc., etc. Parce que ça ne rentre pas dans le... Il y a un problème juridique là qu'il faudrait peut-être résoudre. Oui, exprimez-vous. Plus de 0,5%. Oui, je vous en prie, vous pouvez porter la voix parce que si on commence à partager les micros, on va connu. Bonjour. Bonjour. Hélène Réac-Clemenceau, je suis directrice chez Consort Intelligence. Je voulais vous remercier pour des interventions extrêmement pertinentes, notamment sur la notion de l'évaluation extra-financière. Bonjour, c'est mieux? Super. Donc je reprends. Je suis directrice chez Consort Intelligence. On est un cabinet de conseil spécialisé en intelligence économique.
trouvais que vos interventions étaient particulièrement pertinentes sur l'analyse du risque extra-financier. Donc je sais qu'en interne, c'est une question qu'on se pose depuis environ 6 mois, de comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce risque au-delà des techniques, des méthodes d'analyse, des agences de notation qui, clairement, aujourd'hui, sont un peu mises en échec, notamment dans le cas d'Orpea. Et l'une des conclusions auxquelles on est en train d'arriver, c'est que l'investigation de terrain peut être vraiment un outil au service des investisseurs pour arriver à capter cette réalité de terrain qui aujourd'hui échappe à beaucoup de gens et qui peut être un outil utilisé de manière ponctuelle pour complémenter l'approche des agences de notation ou pour aller plus loin sur certains cas, notamment sur les assets les plus risqués. Donc je trouvais que toute cette réflexion à mener sur comment est-ce qu'on fabrique les méthodologies sur le risque extra-financier sont particulièrement intéressantes. Je suis tout à fait d'accord, et sans vouloir encore faire la pub, on est en train de lancer un outil justement de crowdsourcing sur notre application RIP, justement pour pouvoir effectivement exposer l'information de terrain à l'information extra-financière, à l'information scientifique, et avoir du coup une meilleure maîtrise de ces impacts. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sur les data, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais il faut avoir de plus en plus de données qui viennent des entreprises et on a besoin d'avoir de la comptabilité extra-financière, donc plus de données qui viennent des entreprises. C'est vrai, on en a besoin. Mais je crois que si on regarde un peu plus dans le futur, l'essentiel des données ne va pas venir des entreprises directement, mais de tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a des données satellites, par exemple, typiquement, qui vont regarder exactement ce que font la couverture de terrestre, la couverture verte, les problématiques de méthane, de fuite de méthane. Il y a tout un tas de... Ça, c'est des données qui ne viennent pas de l'entreprise, qui vont venir de tiers, des études de terrain, de l'intelligence artificielle aussi, qui va analyser toutes les données qui peuvent se ressortir sur l'entreprise et qui va la synthétiser en donnant une information complémentaire. Donc je crois que, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que peut-être demain, on n'aura plus besoin effectivement de dépendre complètement de ces agences extra-financières et des données qui viennent uniquement d'entreprises. Une question? Ou par partage, hein, on est là pour aussi challenger ensemble les propositions, créer du débat. Moi je pense juste une remarque sur les données, parce qu'il y a vraiment ce problème de connaissance. Hein, on voit bien, on ne connaît pas les boîtes, et j'allais dire, il y a même, j'ai rencontré des patrons de boîtes qui ne connaissent pas leur boîte. En fait. Quand il y a une échelle, quand vous avez plus de 100 000 salariés et que vous êtes présent dans 40 pays, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez votre entreprise en réalité. Vous en avez une vision complètement abstraite. Et donc pour moi, il y a quelque chose de ce dont on parle qui nous dit aussi qu'on s'intéresse peut-être à quelque chose qui est implanté, qui est, qui est incarné. Et ce n'est pas une échelle de boîte. D'ailleurs, les grandes boîtes, elles n'ont pas besoin de votre argent. Voilà. Je veux dire, que des grandes boîtes fassent des bons de verre de plusieurs milliards, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on cherche, l'allocation dont on parle, c'est vers un tissu d'entreprise qui va être complètement différent du CAC 40, on est d'accord. Et là, du coup, on peut avoir un rapport avec les dirigeants, on peut avoir, ce dont parlait madame, une connaissance de terrain, là ça veut dire quelque chose. Je veux dire, il ne peut pas avoir une connaissance de terrain d'LVMH, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Mais par contre, on peut avoir sans doute une connaissance de terrain d'une boîte qui est dans un portefeuille, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important en fait. Oui, c'est important. Enfin, moi, pour le coup, c'est mon métier. Hein. Nous, on est investisseurs dans une centaine d'entreprises. On investit 100 millions, donc 1 million par entreprise, donc c'est pas beaucoup. Mais je vis au quotidien la difficulté qu'il y a, même pour nous qui sommes au bord d'un certain nombre de ces entreprises, donc on est administrateurs, on les voit tous les mois, tous les 3 mois, à vraiment percevoir ce qui se passe dans l'entreprise en termes de relations sociales, en termes de rapport à l'environnement, etc., etc. C'est un sujet vraiment pas facile, sur lequel il faut accepter de passer du temps, de l'énergie, pour avoir une vision qui soit réellement pertinente. Donc, on comprend un peu qu'en effet, si on se contente d'analyser des questionnaires remplis par les directions RSE des entreprises, on n'y arrive pas du tout, quoi. Et même nous qui sommes pourtant beaucoup plus proches, c'est pas évident. Il faut vraiment qu'on y mette de l'énergie. On est sur quelle échelle, typiquement? On est sur quelle échelle de boîte? On est sur des boîtes qui font entre 10 salariés et 3 milliards. Après, c'est quand même intéressant cette idée de crowdsourcing, même pour ces grandes entreprises, hein, pour révéler justement, ce décalage prométhéen dont vous parlez. Est-ce que il y a des... Ah, voilà, réagissez. Élevez la voix, ou vous avez le micro, comme vous voulez. Bonsoir, Bernard de Goudnov d'Habitat et Humanisme, qui est une association qui réinsère les gens par le logement social et l'accompagnement.
une association qui bénéficie de l'investissement solidaire dont vous avez parlé. Je crois qu'il y a un consensus autour de la table sur le succès que cet investissement solidaire en France a été par les fonds 90-10 depuis 20 ans. Quand vous parlez d'élargissement du concept à l'impact, pour passer de 5 à 10% à plutôt 10, 15% à 20%, est-ce que vous envisagez aussi une transformation ou une extension de l'agrément ESUS, qui est vraiment le socle sur lequel repose cette notion de solidarité, à la fois en termes de définition et en termes de la personne qui octroie cet agrément ESUS qui est délivré aujourd'hui par l'État? Est-ce que c'est le secteur privé qui doit définir et délivrer notre agrément? Merci. Alors ça, effectivement, ça fait référence au plaidoyer qu'on a lancé sur la définition de l'entreprise à impact, qui pour nous, en termes de processus, serait le même. En fait, ça reste un agrément public. Mais effectivement, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir reprendre notamment des enjeux de mesure qu'on peut retrouver dans d'autres statuts qui ne sont pas présents dans les US, de pouvoir rajouter des enjeux écologiques également, qui nous sont refusés depuis un moment. Ça fait un moment qu'on milite pour que l'utilité environnementale puisse être également intégrée à l'ESUS, permettant ensuite derrière d'avoir une extension en fait, de cet agrément qui permettrait d'inclure effectivement les entreprises de la transition écologique et qui permettrait de présenter l'ESUS comme ne faisant pas partie d'une niche. En fait, on veut que l'ESUS ne soit pas considérée comme la partie prenante d'une niche plus globale. Et le problème qu'on a dans le fait qu'elle soit dans le SS en tant que telle, c'est pas parce que les choses qu'elle demande ne sont pas les bonnes, c'est juste qu'en fait ça la présente comme une niche, alors que pour nous c'est un statut qui devrait être vraiment plus transversal à l'économie, et qui ne s'intègre pas que dans le cadre de l'ESS, mais qui reprend en fait à peu près les mêmes choses en matière de partage de la valeur, de partage du pouvoir, d'utilité sociale dans les statuts. En fait, tout ça, on le retrouve, mais on y ajoute effectivement, comme je vous disais, l'enjeu des externalités environnementales, l'enjeu de l'utilité environnementale et l'enjeu de la mesure. C'est ça, en fait, finalement, c'est juste ça, l'entreprise à impact. Et ensuite, sur la base, effectivement, de ces critères, on veut qu'ils puissent polliniser l'ensemble de l'économie. Donc, qu'on puisse évaluer l'économie sur la base de ces critères. Mais l'entreprise à impact restera, en fait, une unité qui, du coup, avec des pionniers qui seront davantage valorisés sur les marchés. Voilà ce qu'on propose, et ce qui permettra aussi de faire qu'il y ait plus d'ESUS demain. Ce qu'on déplore, c'est que ce cadre que nous, dont on vend les mérites, hein, personnellement je suis une ESUS aussi, et ben ce cadre en fait n'est pas suffisamment déployé au niveau global dans la société. Voilà. Oui, monsieur Félix. Bonsoir, je m'appelle Félix Beaulieu, je travaille actuellement chez France Active, donc un des bénéficiaires de l'État. Ce qui m'interroge beaucoup, moi j'avais participé à la création de l'Impact Score, j'ai lu voilà, ces données-là actuellement en ligne, des indicateurs Bicorp, etc. Et sur la difficulté d'obtenir des données qualitatives, et puis qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment progresser dans ce sujet si jamais il n'y a pas une reprise par les acteurs politiques des propositions qui sont là, ou d'autres en fait. Parce que j'ai lu des études qui montrent que les VC à impact aux États-Unis utilisent très peu les données d'impact pour piloter leur propre portefeuille. Je veux dire, c'est censé être leur cœur de métier. Ils font aucune sous-performance. Donc si jamais il n'y a jamais de sous-performance, c'est qu'en fait, c'est du vent, quoi. Vous avez parlé des difficultés à obtenir des données de qualité, même sur l'ESG, qui est censé être un peu plus simple, un peu plus superficiel. Donc voilà, quelles sont les marges de manœuvre des différents acteurs pour progresser sur la qualité des indicateurs écologiques et sociaux sans une intervention forte du politique, quoi. Parce que je ne la sens pas venir là au moins dans 50 jours. Donc, en attendant, on va faire quoi? Donc vous l'avez compris, moi je suis très très méfiant des notations. Donc je ne sais pas, moi j'avais cru comprendre que l'impact, justement, le mérite de l'impact, c'est que ça nous débarrasse un peu de notation. Parce que l'impact, et ça je trouve ça, pour moi c'est hyper parlant. C'est la beauté du truc, justement. Quand on n'a rien à dire, on fait des moyennes, on fait des notes, on envoie des questionnaires qu'on répond sur un coin de table. Bon. Mais l'impact, pour moi, justement, peut-être j'ai mal compris, mais pour moi l'impact, c'est un objectif, c'est quelque chose qui est précis, c'est borné dans le temps, et donc on n'a pas besoin d'avoir des E, des H, des machins, il faut vérifier qu'il y a de notre arme, c'est que par ailleurs, on ne ruine pas, enfin, on ne fait pas des dégâts à côté, mais
pour moi, c'est une approche qui est beaucoup plus concrète. Et du coup, il n'y a pas le problème, je ne vois pas le problème que vous dites en fait. Ça coûte cher en fait de vérifier cet impact concrètement. Bah oui, mais comment ça coûte cher? Si je ne suis pas capable de donner des objectifs, de les suivre dans le temps, oui, d'accord, bien sûr. Il faut des indicateurs. Pour démontrer oui, mais c'est pas des indicateurs ad hoc, c'est pas du tout standardisé. C'est quoi le projet dont on parle? C'est ça qu'on propose. Mais sur les données, les indicateurs, quand même, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement c'était très insuffisant, il en manquait, il en fallait plus, etc. Enfin, il y a quand même des progrès qui ont été faits. Il ne faut pas non plus avoir une vision complètement blanc-noir de ce sujet. Enfin, sur le sujet environnemental, la question de l'empreinte carbone et des mesures de carbone des portefeuilles, les mesures de carbone de l'intensité carbone des entreprises, on a fait des progrès considérables. Je ne dis pas qu'on est arrivé au bout, mais enfin, je veux dire, par rapport à il y a quelques années, on arrive à savoir aujourd'hui quelles sont les émissions des entreprises. Et encore une fois, avec maintenant des données qui vont venir par les satellites, on va en savoir encore plus. Donc ces données-là, elles vont dans le bon sens. Sur les sujets nature et biodiversité, nous on a lancé il y a 2 ans une initiative avec BNP, AXA, Sycomore pour créer aider une nouvelle entreprise d'ailleurs qui s'appelle Iceberg Data Lab, qui va créer des données sur l'impact des entreprises sur la biodiversité. Il y a des méthodologies qui sont en train de se développer là-dessus. Donc on n'est pas quand même dans... voilà, c'est pas le désert total, quoi. Après, il y a des... je sais pas moi, sur l'égalité homme-femme, l'index égalité homme-femme, c'est de la donnée. C'est des données nouvelles qu'on n'avait pas, là, qui ont été imposées par le gouvernement. Donc, je veux dire, il y a des améliorations quand même dans certains sujets. Certaines viennent par la réglementation, par la loi. D'autres viennent par des innovations des acteurs privés. Et donc, on va dans le sens d'une amélioration. Après, il y a des sujets sur lesquels c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il y a des sujets sociaux, notamment. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des entreprises? Comment est-ce qu'on mesure les relations sociales? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de données disponibles. Question? Bonsoir. Je voudrais réagir sur ce que vous dites sur l'impact. Vous parlez des fonds de private equity, parce que l'impact se calcule de manière intentionnelle sur les entreprises nouvelles, en quelque sorte. Je trouve qu'on passe un peu à côté de la finance de marché. La finance de marché, c'est quand même les sociétés cotées, c'est 8-10% du PIB, donc c'est à peu près 50, 60, 70% des flux économiques, et je sais pas, 80% d'épargne. C'est quoi les propositions? Qu'est-ce que la finance peut faire pour avoir un impact sur ces sociétés-là? Sur les entreprises cotées, sur... on parlait effectivement de la question de l'engagement actionnarial, sur la question des entreprises cotées qui effectivement... alors, ça, ce qui marche pas, dont les impacts sont encore mesurés. C'est plus que mesuré, parce qu'en fait, moi je ne crois pas du tout à l'engagement actionnarial, pas du tout? Pas du tout. Le problème, c'est que vous ne créez pas beaucoup de choses, en fait. Mais bon. Non, mais pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que pour le coup, on a vu sur ExxonMobil, sur Total, que ça n'a pas avancé les choses. Sur Engie. Faut donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur ExxonMobil, vous avez vu ce qui s'est passé. Et sur Total, effectivement, le fait que vous ayez amené au vote avec Sycomore, etc., la résolution. Non, mais c'est pas radical. Ça veut dire que c'est un des leviers. Si la loi ne change pas, si la Chambre est d'accord que ça ne changera pas. Mais il y a eu un vote, oui. Un vote qui dit quoi? Qui fait quoi? Quand même, il y a eu 3 administrateurs qui ont été élus, qui n'étaient pas des administrateurs voulus par le management, qui sont 3 administrateurs qui se disent, qui ont été proposés par un actionnaire activiste pro-climat, qui a donc imposé à Exxon, contre son gré, contre le gré du management, la nomination de 3 administrateurs qui doivent normalement maintenant pousser Exxon dans une autre direction. Moi, ça me fait marrer, ça, tu vois. Par exemple, le récit qu'on a de ça en France, c'est, on parle de Philippe par d'activistes, on a l'impression que c'est des militants écolos qui ont été nommés au bord d'Exxon. Non, c'est des gens, c'est un fonds activiste au sens américain du terme, qui a dit Exxon, vous nous emmerdez les Amerlocs à faire vos durs à cuire et à dire il n'y a que le pétrole et on veut que vous fassiez comme Total, un plan climat qui ne veut rien dire, comme Shell, etc. C'est ça. Est-ce que c'est un progrès? Non, je ne crois pas. Donc, alors, l'engagement actionnarial, ça ne marche pas, parce que quand tout va bien, et quand ça va mal, là, qu'est-ce qui s'est passé sur Orpea? Philippe n'est pas parti.
Hein, voice or Vous exit. l'avez dit, l'exclusion, ça. Si Philippe parle, Voilà, mais qu'est-ce qui se alors, passe? Non mais voilà, on part- très bon on exemple. part pas Écoutez, quand ça va écoutez-moi. mal, Mais on part- si. je veux dire, ça ne marche pas. Non mais écoutez-moi. Ça ne Si marche Philippe, pas. alors, si Philippe part demain, vend ses 4% à une valeur Non, d'ailleurs de mais je veux merde. dire, la Non, si Philippe part, donc peut-être que c'est pour ça qu'il va pas le faire aussi, mais bon. S'il le fait pas, ça veut dire qu'il le vend à quelqu'un d'autre, Mais qui ce va, que je veux dire- qui va reparier à la baisse, Voilà. etc., qui Non, va mais se faire, qui va c'est pas- spéculer. c'est pas ça. Donc derrière, si c'est pas Philippe qui détient 4%, Philippe qui quand même est quelqu'un de respectable et qui a quand même envie de transformer en PA, non mais. Ça veut dire ce sera qui? Non. Donc l'engagement actionnarial, il sert à ça. Vous Non, voyez? non, Parce que les administrations changent un peu. l'engagement actionnarial, il sert à dire. Donc voilà le plan, on fait ça. Et si j'ai pas ça, je m'en vais. C'est voice or exit. Il n'y a jamais d'exit. Oui, mais ça sert à rien. Est-ce que tu as déjà quitté une boîte? Est-ce que vous avez déjà quitté une boîte? Mais bien sûr. La- Facebook, on a quitté Facebook, on a gagné plein d'argent parce qu'ils On a ont vu mis qu'il y a un gars qui avait des Parce qu'on parle d'Orpea où on s'est planté, mais ce Facebook, on ne s'est pas planté. On avait analysé Facebook et notamment pour les questions RGPD, etc. Non, mais on parlait d'engagement actionnarial. Il y avait On avait commencé à engager avec Facebook et puis on s'est rendu compte qu'ils ne nous écoutaient pas parce qu'ils veulent pas. Ok. Non mais moi je veux dire, je suis sur l'engagement actionnarial, j'ai très longtemps considéré que ça ne servait à rien. Enfin, pas que ça ne servait à rien, que beaucoup d'investisseurs utilisaient ça comme un alibi, pour ne pas faire de divestment, parce que nous on a toujours dit depuis 10 ans par exemple que les compagnies pétrolières on ne voulait pas investir dans les compagnies C'est le cas pétrolières. général que tu viens de dire là. Oui, je dis juste depuis 10 ans, nous on a toujours dit qu'on ne voulait pas investir dans les compagnies pétrolières et des gens en face nous disaient non mais pourquoi vous faites ça, il ne faut pas désinvestir, c'est pas bien parce que de toute façon d'autres vont racheter, c'est aussi. Et donc ce que vous devriez faire c'est acheter du total et engager. Et donc pendant très longtemps on a dit ça ne marche pas parce qu'en face il n'y a personne pour discuter. Je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette situation-là. On a des gens qui sont en capacité aujourd'hui de discuter, d'écouter, parce que la pression devient trop forte. Pas la pression des financiers, la pression de la société civile, la pression de l'ensemble du reste. La finance durable, elle ne peut pas fonctionner toute seule. Enfin, je veux dire, les exemples, on parlait des Quakers, pardon, excusez-moi, vous voulez... Non, je voulais juste, enfin, vous ajustez magnifiquement la question. En fait. Ah pardon, Je vais préciser. En fait. Non mais là, t'as pardon. Aujourd'hui, il y a 3 600 milliards investis en France en épargne. Je parle que de la France. Oui. Parmi ceux-là, l'AFG classe 1800 milliards en investissement social et solidaire. Pardon, en ISR, en investissement socialement responsable et ESG. C'est pipeau, on participe tous, hein, on achète des fonds. Bien sûr, bien sûr. On a un label qui est mauvais en France, c'est ce que je dis. On a un label ISR qui ne veut rien dire. D'accord. Les asset managers le demandent, ce label. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale des finances qui a fait une étude l'année dernière. On est d'accord là pour le coup. Donc l'inspection générale des finances a fait une étude l'année dernière, a fait un rapport qui dit que le label ISR, c'est pas un bon label parce qu'il est anachronique, il n'était pas forcément très mauvais au moment où il a été créé, il y a 10 ans, mais il n'a pas subi aucune une évolution, rien du tout pendant 10 ans. Et donc aujourd'hui, il est anachronique. Il a été modelé vers le bas. Il ne correspond plus à la situation du marché. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel fonds qui va demander le label ISR, quasiment, va l'avoir. Il n'y a aucune différenciation. Et donc, il n'apporte rien. Et donc ça permet effectivement de dire que 100% quasiment du marché est ISR. Très bien. C'est un socle minimum de toute façon que tout le marché va accepter. C'est pour ça qu'on a eu des discussions sur du coup, quels vont être les indicateurs qui nous permettront effectivement de... Voilà. Et après la question quand même qui est importante, et je pense qu'il ne faut pas la contourner, c'est-à-dire à iso-capitalisme. Vraiment, hein, à iso-capitalisme. On a un nombre d'entreprises cotées aujourd'hui sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on agit sur ces entreprises ? On peut développer une finance à impact qui investit sur, d'ailleurs, une partie qui n'est pas la majorité de l'économie aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, l'économie française, c'est des multinationales et leurs filiales qu'elles détiennent, et des ETI qu'elles détiennent. Donc, comment on fait maintenant avec ce type d'entreprise, dont une part importante est cotée sur les marchés financiers pour transformer leur trajectoire ? C'est ça aussi qu'il faut qu'on se pose comme question. Si on n'a pas la régulation, voilà, c'est ce qu'il disait. Sans la régulation. Il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. D'abord, il faut quand même, je pense, revenir à l'essentiel. Ça a été dit là. Ceux qui ont un impact, ce sont les entreprises, d'accord ? C'est l'entreprise qui a un impact ou qui n'a pas d'impact, d'abord pour commencer. Alors, parce qu'on a tous des rêves, on dit l'impact de la finance. Non, la finance accompagne. C'est très compliqué d'avoir un impact quand on est financier. Bon. Parce que si le client dont on parle est multibancarisé, le seul moyen d'avoir un impact, de créer la fameuse additionnalité, c'est de proposer des conditions meilleures pour le client que les autres. Sinon,
C'est le marché, c'est le prix du marché, et il ne se passe rien en réalité. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point a été rappelé par Ivar, c'est qu'il y a une grosse différence entre le marché primaire et le marché secondaire. Ce qui, pour financer l'investissement productif, c'est quand l'entreprise émet des actions ou des obligations. Le marché secondaire, l'entreprise s'en fiche complètement. Bon. Donc en fait, déjà... C'est pas vrai. Bah si, quand même. Mais non, parce que, quand même. Mais non, parce que les dirigeants des entreprises se fichent pas de leur cours de bourse, ça se saurait quand même. Ils devraient. Non, mais ils devraient peut-être. Mais le fait est qu'ils ne s'en fichent pas du tout. D'accord. D'ailleurs, c'est même une critique que vous faites, c'est qu'ils ont des stocks options, ils ont tout ce qu'on veut, et donc ils ont les yeux rivés sur leur cours de bourse. Donc on peut pas dire qu'ils se fichent de ça, c'est pas vrai. Non, je dis pas qu'ils se fichent de ça, mais cela dit, n'hésitez pas à intervenir, on est sur un truc. Toi qui es contre. Dans la famille, là, imaginez que vous êtes avec vos oncles, votre père. Non, mais juste pour finir là-dessus, donc le financier, c'est très compliqué d'avoir un impact en fait, c'est assez compliqué, il faut être honnête, hein. Il va accompagner, mais d'abord ce qui compte c'est d'investir dans la boîte qui a un impact, c'est ça important, parce que peser sur une boîte qui n'a pas d'impact pour leur faire changer, bon vent quoi, j'ai envie de dire. Surtout une grosse boîte où on a quelques actions, Parce que Philippe est juste aussi, sans marché secondaire, il n'y a pas de liquidité, c'est toujours très compliqué. Hein. Donc c'est vraiment la part, en fait tout ça c'est une question de mesure. Donc on en revient à ce qu'on disait, pour ça il y a le gouvernement, il y a des lois, si on veut changer les choses, si on veut changer le mode de vie et si on veut transitionner, ce ne sera pas la main invisible du marché, on est d'accord? Non. Oui. Olivier Rieu, Kimpa, family office spécialisé sur l'impact. La discussion était intéressante pour nous ce soir. En fait, moi, la première réflexion, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes. On parle d'une finance durable, dont on a parlé pendant à peu près 1 heure et demie, et on parle d'une finance à impact, dont on a parlé, merci Philippe à la fin, où en fait on a abordé des sujets qui pour le coup étaient assez différents. On avait parlé, dans une finance durable, j'ai entendu parler de risques extra-financiers, j'ai entendu parler d'une finance plutôt défensive, c'est-à-dire comment je protège mon entreprise de risques environnementaux, sociaux, ou comment est-ce que mon entreprise peut limiter l'impact qu'elle peut avoir sur le monde, et du coup, comment est-ce que je protège encore une fois ma valeur du cours de bourse. Alors qu'à la fin, Philippe, vous nous avez parlé de comment en fait, justement, j'ai quelque chose de contributif. Comment est-ce que j'ai une finance qui est positive. Et donc moi, ce qui m'intéresserait dans tout ce que vous faites sur la partie des propositions, c'est comment est-ce qu'on arrive demain à intégrer justement cette contribution positive. Alors on parlait de comptabilité qui intégrerait des critères extra-financiers, mais ça aujourd'hui je pense que c'est un problème de lecture de la part des investisseurs, et tant qu'on n'a pas ça, ça va être compliqué pour des investisseurs de dire j'investis dans l'impact. Il y a quand même cette défiance-là. Tout à fait. C'est pour ça que les critères, ils ont pour l'index social et écologique, etc., permet d'être capable d'évaluer, d'avoir des bons critères pour savoir si effectivement le projet est contributif, et puis ensuite c'est effectivement ce que Jean-Michel aussi a dit quand il a essayé de définir effectivement notre vision de la finance à impact, c'est qu'il n'y a pas effectivement que la question du sous-jacent, mais la question de la finance en elle-même, est-ce qu'elle contribue? C'est-à-dire, est-ce que en fait, mon financement est additionnel? Est-ce qu'il est substituable? Est-ce que en fait, quand je finance, j'ai un impact? Ou est-ce que mon financement a de l'impact? C'est un peu cette question qui se pose. Aujourd'hui, l'essentiel de la finance à impact, c'est le sous-jacent, c'est basé sur le sous-jacent, mais il y a aussi effectivement cette question à poser, et on essaye effectivement de définir aujourd'hui, on a effectivement parlé plus largement de la finance durable, mais on essaye aujourd'hui quand même de vraiment définir ce que doit être la finance à impact et ce qu'elle doit financer. Moi, ma question, c'était justement sur cette définition de l'impact. Est-ce qu'il y a un véritable consensus avec les parties prenantes, par exemple le mouvement Impact France, France Invest, Finance for Tomorrow, tout le monde a fait un peu sa propre définition. Et est-ce que, du coup, où en est-on par rapport à ça? Alors effectivement, il y a une définition qui est sortie, merci. Une définition qui est sortie effectivement lors de la COP26 de la finance à impact par un consortium animé par Finance for Tomorrow. C'est une belle initiative de place, mais c'est aussi le problème de l'ISR bis, c'est-à-dire qu'à la base, effectivement, il y a une belle définition, un beau label, puis ensuite il y a un consensus de place qui fait qu'on arrive effectivement au label ISR aujourd'hui. Pour nous, ce qui est sorti de la réflexion de la FFT, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une définition sur laquelle tout le monde est d'accord, mais qui en fait nivelle vers le bas une partie des critères, notamment ce dont parlait Jean-Michel, la question de la compatibilité. Aujourd'hui, on présente l'investissement à impact comme étant un investissement avec une performance économique et une performance écologique et sociale. Finalement, on est toujours dans l'ISR. Alors que l'enjeu de la finance à impact, c'est une performance qui est compatible, c'est-à-dire que c'est des projets réellement,
Alors pour nous, la finance impact, hein, on va dire très concrètement, on crée les référentiels qu'on veut. La finance impact, elle finance une activité qui a une valeur écologique et sociale. Voilà. Donc c'est pas une activité qui a en même temps des performances, ça veut rien dire, écologique et sociale. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Il ne faut pas perdre ça et c'est pour ça que vous avez raison de préciser la question, enfin la question sur la finance solidaire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un statut pour identifier quelles sont ces entreprises qui ont une performance écologique et sociale. Et c'est très important qu'on ne s'extrait pas en fait de ce cadre-là pour proposer derrière un cadre qui créera un ISR bis. Juste ça, tout à l'heure, Michel a touché du doigt un point, à mon avis, un peu clé sur cette notion de finance à impact. C'est qu'il y a différents types d'impact. Et allez, pour simplifier, on va dire impact environnemental, impact social. Sur l'impact environnemental, on a la chance, en quelque sorte, aujourd'hui, d'être dans une situation où on peut avoir de l'impact environnemental et gagner de l'argent. C'est-à-dire, je simplifie un petit peu, hein, mais en gros, on peut avoir de l'impact environnemental, réduire du carbone, faire de l'innovation, il y a plein d'innovations, plein de le secteur sur lequel il faut investir aujourd'hui. Et donc là, c'est même le secteur sur lequel tout le monde a envie d'investir. Et donc, du coup, on fait de l'impact environnemental, c'est super. Et en plus, on est dans le secteur qui est le plus innovant, sur lequel on va avoir une performance financière. Et donc, d'une certaine façon, sur la moitié de l'impact, on a une solution facile en quelque sorte, où tout le monde va être d'accord. Et puis, il y a l'impact social, et là, c'est plus compliqué. Parce que sur l'impact social, eh bien, il y a des fois des choses où on peut avoir de l'impact social, mais on gagne moins d'argent. Et donc, c'est pour ça que mélanger tout ça dans un même bloc, en fait, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Et donc, il faut peut-être traiter les deux de façon un peu indépendante. En fait, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait dans les éventuels référentiels qui seraient construits sur le sujet, une espèce d'identification claire du fait que voilà, je fais de l'impact social, je vise des projets qui répondent à des besoins qui ne sont pas du tout couverts par ailleurs, donc typiquement Habitat Humanisme. Quand on investit chez Habitat Humanisme, je ne sais pas quel est le rendement, mais c'est 1% ou moins de 1%. Voilà. Sauf qu'on adresse un sujet qui est majeur et qui n'est adressé par personne d'autre. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit identifié quelque part dans les systèmes référentiels que quand une finance fait ça, ce soit affiché et que quelque part, elles ne soient pas confondues avec l'investisseur à impact qui investira dans des projets qui sont plus simples en termes de rendement, parce que, in fine, si on ne peut juste pas différencier les deux, l'argent va aller là où le rendement est, et là, c'est ça le sujet. Merci beaucoup. Merci, c'était une très bonne phrase de conclusion. Et merci pour le niveau